coucou, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Je pensais vous introduire ce vlog ce week-end et en fait je n'ai pas eu le temps du tout. Donc là on est le mercredi 20 novembre et je vais vous parler du roman que j'ai terminé, donc Tata de Valérie Perrin. J'espérais le terminer dimanche et en fait je l'ai terminé lundi soir. Il me restait 30 pages. Mais vraiment, la dimanche soir, j'étais éclatée et j'ai pas eu le courage de finir les 30 dernières pages. Donc, je l'ai vraiment terminé lundi. Et je dois vous dire que c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment passé un super moment avec ce roman. J'avais eu peur de trouver certaines longueurs parce que dans le seul roman de l'autrice que j'avais lu, qui était Changelo des fleurs, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de longueurs. L'histoire m'avait plu dans son ensemble, mais c'était trop long. Voilà, j'avais vraiment cette sensation que y avait des pages, beaucoup de pages inutiles. Et ben ici, pas du tout. J'ai pas eu cette sensation de longueur. Pourtant, voilà, l'autrice nous raconte la vie d'une femme, et donc on pourrait croire qu'à certains moments, eh ben c'est long parce que c'est peut-être moins intéressant ou qu'il y a des détails un petit peu inutiles. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai adoré les personnages. Alors vraiment, Valérie Perrin, elle a le don de créer des personnages extrêmement plausibles avec une histoire en fait. Il y a quand même pas mal de personnages dans ce roman et en fait ils ont tous une histoire. On sent que vraiment elle est très douée dans l'élaboration des personnages. C'est pas des personnages, même les personnages secondaires, elle prend le temps vraiment de leur créer un passé et ce qui les rend hyper plausible. Enfin, voilà. Franchement, je suis très très épatée par rapport à ça, par rapport à sa conception des personnages. Et vraiment, j'ai eu de l'empathie, mais pour chacun d'eux, je les ai tous adorés. Que ce soit l'héroïne, donc qui est Agnès, mais aussi Colette, la tata, qui raconte sa vie pendant tout le roman. J'ai adoré ce personnage. Il y a aussi Jean, le frère de la tata, le frère de Colette, donc le père d'Agnès, qui est pourtant décédé au moment de l'histoire. Eh ben non, il a une place à part entière. C'est un personnage avec sa personnalité, un super personnage. J'ai beaucoup aimé Lies aussi, qui est un ami de Agnès, qui a un rôle secondaire mais qu'on voit quand même beaucoup. Et lui aussi, il a toute une vie qui est racontée dans ce roman. Enfin, vraiment, j'ai adoré suivre tous ces personnages. Donc comme vous l'aurez bien compris, on va suivre ici la vie de Colette, la tata d'Agnès. Colette est décédée il y a 3 ans, donc Agnès avait... elle n'avait pas organisé les funérailles parce qu'elle habitait aux États-Unis à ce moment-là, mais voilà, Colette est enterrée, etc. Et puis, donc on est 3 ans plus tard. La police appelle Agnès en lui disant que sa tante vient d'être retrouvée et décédée à son domicile. Et donc Colette dit c'est pas possible puisqu'elle est déjà morte il y a 3 ans. Et donc elle est amenée à devoir reconnaître le corps, à l'identifier et il se trouve qu'effectivement c'est bien sa tante. Mais donc on se demande mais qui est dans cette tombe? Qui a été enterrée il y a 3 ans? Quelle est cette femme? Donc ici, on est sur un récit de vie, mais aussi une enquête quelque part, parce que on ne sait pas qui est dans cette tombe. Alors on le découvre pas à la fin du roman, voilà, on le découvre, je sais plus trop, peut-être à la moitié. Je vous avoue, j'ai pas trop, j'ai pas marqué la page où on le découvre, mais on le découvre quand même assez rapidement qui est dans cette tombe. Mais t'as quand même tout un jeu d'enquête parce qu'on comprend pas pourquoi Colette a couvert cette personne, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et donc pour comprendre ça, il faut retracer toute l'histoire de Colette depuis son enfance. Et Colette, à sa mort, donc il y avait 3 personnes qui étaient au courant qu'en fait elle n'était pas décédée, et quand elle est décédée pour de bon, elle a laissé une valise remplie de cassettes audio à l'attention de sa nièce. Et sur ces cassettes, elle raconte sa vie. Et Agnès pensait que sa tante avait une vie très simple, même ennuyeuse. Et elle s'aperçoit qu'en fait, sa tante était remplie de mystères. Et qu'il y a des secrets qui entourent sa famille. Et vraiment, elle soupçonnait pas du tout
tout ce qu'elle va découvrir et c'est du coup super intéressant. Nous, en tant que lecteurs, on a envie d'en savoir plus. On découvre donc les cassettes en même temps que Agnès, mais il n'y a pas que ça. Moi, à un moment donné, enfin quand je l'ai commencé, que les cassettes sont entrées en jeu. Je me suis dit bon, ok, ça va être que ça pendant tout le roman. En fait, absolument pas. Alors oui, il y a les cassettes et donc on suit ce qu'il est dit sur les cassettes, mais il y a aussi la vie d'Agnès qui continue, la vie de sa fille aussi. Il y a également des chapitres qui concernent le passé d'Agnès, donc parce qu'elle a divorcé, elle n'arrive pas à se remettre de son divorce, et donc on va suivre comme ça son histoire d'amour. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à se séparer. C'est hyper complet en fait comme roman, c'est hyper fourni. Il y a les histoires des uns des autres qui arrivent comme ça. Le passé de Lies aussi, je disais, son meilleur ami. Il y a le thème du sport. Là, on va parler du foot, mais je pense que ça peut se retrouver dans d'autres milieux sportifs. Des entraîneurs qui abusent de leur situation et de leur pouvoir de supériorité, puisqu'ils ont ils sont entraîneurs donc par rapport aux petits garçons et qui dans les douches font certaines choses qui ne sont pas censées être faites aux petits garçons. Et on va parler de ça. Et c'est vrai que c'est assez dur parce que c'est juste révoltant et ça donne envie de vomir. Et donc ce thème est abordé dans ce roman. Un thème fort aussi qu'on trouve ici, c'est les violences faites aux femmes. Et le dysfonctionnement de notre société par rapport à ça, par rapport au fait que les femmes ne sont pas suffisamment protégées, que certaines vivent dans la peur toute leur vie, et que vraiment le milieu judiciaire est très très mal fait. Et donc c'est ce qui va être également dénoncé ici. Vraiment, je pense que c'est les deux thèmes principaux, les deux thèmes les plus forts du roman, c'est ça, les violences faites aux femmes et les attouchements des garçons dans le milieu sportif. Vraiment, c'était un super roman. Je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré. C'était vraiment bien. On parle aussi du monde de la musique. Enfin, vous voyez, c'est hyper complet en fait. C'est un foisonnement de plein de choses. Tout s'entrecoupe et tout va ensemble au final. Et c'est super intéressant. On va parler de la guerre aussi, des Juifs. Enfin, c'était génial. Vraiment, c'est un très très bon roman. Je vous le conseille parce que moi j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Je l'ai vraiment adoré du début à la fin. J'ai également terminé un roman numérique, mais par contre pour celui-là, je vais avoir un petit peu moins d'engouement. J'ai terminé Petit meurtre à Endgame de je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Alexandra quelque chose, mais je vous avoue que je n'ai même pas retenu son nom d'autrice. Je pense que c'est publié chez Charleston, il me semble que j'ai vu ça. Alors quand on lit en numérique, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi j'ai du mal à retenir les noms d'auteurs et alors les maisons d'édition, parce qu'en fait tu n'as pas la couverture sous les yeux, tu ne la vois pas la couverture. D'ailleurs je crois que je saurais même pas vous dire ce que représente la couverture. Donc je vais la placer ici, hein, mais je sais même pas quoi représente, ce qu'il y a sur la couverture. Et je trouve que ça, c'est un problème en numérique. C'est un truc qui me manque beaucoup, moi, quand je lis des livres dans ce format-là. Donc, j'ai décidé de lire ce roman parce que je savais qu'il se déroulait en hiver. Et en fait, il se déroule du 24 décembre au 6 janvier. Donc, c'est clairement le roman à lire pendant la période des fêtes. Bon, moi, je l'ai lu maintenant. C'est pas très grave. Moi, de toute façon, je ne compte pas lire de romances de Noël parce que j'aime pas ça. C'est pas du tout mon truc. Ça me gave. En fait, c'est pas. J'ai eu ma période quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là, non. Les romances de Noël, c'est pas mon truc. Ici, on est sur je pense que le roman est qualifié de cozy mystery, mais moi, je suis pas trop d'accord avec cette appellation. Pour moi, on est plus dans un roman noir, un polar, mais cozy mystery. Le mystery, on l'a, mais alors le cozy. Je l'ai cherché pendant toute l'histoire, hein, pas trouvé. Non, cosy, non. Pour moi, il n'y a pas. J'ai pas été plus emballée que ça par ma lecture. Alors, je vais pas dire que c'était mauvais, mais j'ai trouvé que c'était maladroit. Déjà, j'ai eu cette sensation que l'autrice voulait faire comme Agatha Christie, que ça ressemblait à Agatha Christie, mais en beaucoup moins bon.
Après, Agatha Christie, je n'ai lu qu'un roman de cette autrice, donc mon point de comparaison est faible, hein, on est d'accord. Mais en regardant les commentaires sur Babelio, eh bien, il y en a plusieurs qui ont mis que qu'il y avait des ressemblances avec Agatha Christie. Donc au final, mon ressenti n'est pas si pourri que ça. Ouais, il y a vraiment et moi, le seul livre que j'ai lu d'Agatha Christie, c'est Ils étaient 10, et j'ai retrouvé des similitudes avec ce roman, du fait que dans Ils étaient 10, eh bien, il y a plusieurs personnes, donc, il y a 10, 10 personnes, qui vont mourir à tour de rôle. Et ben ici, on est exactement sur le même schéma. On va suivre Lily, qui n'a plus de maman, qui n'a pas de frères et sœurs, qui est un peu seule. Sa tante vient de mourir, et elle reçoit une lettre qui lui demande de participer à un jeu pour la période des fêtes de Noël et de Nouvel An. Et donc pour ce jeu, elle doit se rendre au manoir familial de Endgame. Alors c'est un manoir dans lequel elle n'a plus mis les pieds depuis perpète parce que sa mère y est morte. Quand elle était petite, elle devait avoir, je sais plus, 12 ans, 11-12 ans, un truc comme ça. Donc elle n'y a plus jamais mis les pieds. Sa tante qui est décédée était en fait sa mère adoptive puisque c'est elle qui a pris Lily sous son aile quand sa maman est décédée. Et donc dans sa lettre aussi, la tante dit que elle a toujours cru donc que sa mère s'était suicidée et sa tante lui révèle qu'en fait non, sa mère a été assassinée et que si elle veut avoir la vérité, elle doit se rendre au manoir et participer au jeu parce qu'il y aura des indices concernant toute cette histoire dans le jeu de piste. Du coup, Lily, elle va y aller. Alors, il se trouve que ce jeu, l'issue de ce jeu, c'est de remporter le manoir. Donc, la personne qui arrivera à trouver la bonne clé qui ouvre la pièce secrète remportera le manoir, aura les papiers donc de passation du manoir. Donc plusieurs personnes de la famille vont se retrouver là, tous les cousins cousines. En fait, ils étaient 2 sœurs et un frère. Et ils ont donc eu des enfants et tous les enfants se retrouvent à cet endroit avec des conjoints pour certains. Et donc le jeu commence le 25 décembre avec un premier indice et ce jusqu'au 6 janvier. Et donc il faut réussir à résoudre les énigmes pour retrouver à chaque fois la clé liée à l'énigme. Et donc le but final c'est d'ouvrir cette fameuse pièce secrète. Et encore une fois donc il faut, ce sera le dernier indice disons, c'est pour trouver la pièce secrète du manoir. Et puis voilà, des meurtres vont survenir assez régulièrement, les membres de cette famille vont se retrouver décimés. Mais en fait, moi j'ai trouvé que c'était absolument pas plausible. J'ai trouvé que les meurtres c'était tiré par les cheveux. C'était en plus les personnages manquent d'empathie, mais c'est un truc de malade. Enfin je sais pas, il y en a un, sa femme est retrouvée morte. Bon oui, on voit qu'il est pas bien, mais je sais pas, ça sonnait tellement faux et je vous dis par rapport au livre que j'avais lu juste avant, donc Tata de Valérie Perrin, où les personnages sont extrêmement bien construits, avec un passé, etc. Vraiment, ils sont pensés dans le détail, ces personnages. Ici, on est sur complètement l'opposé. Ici, les personnages sont pas du tout construits. Ils sont très clichés. Ils sont vraiment là pour faire avancer l'intrigue, mais ils sont sans saveur, quoi. Ils sont insipides. Enfin, je sais pas, ça n'allait pas. Enfin, moi, je trouve que c'était non, ça n'allait pas. La conception des personnages est pas bonne pour moi, vraiment pas. L'héroïne, en fait, elle est dépeinte comme quelqu'un de très intelligent et de très logique, puisque elle a très facile pour trouver la solution des énigmes. Mais en fait, elle est pas si intelligente que ça, quoi, parce qu'elle se fait avoir comme une bleue. Enfin, franchement, moi j'avais l'identité de l'assassin, je m'en suis doutée, mais très très vite. Et elle, non, enfin, puis elle a des réactions vraiment bêtes à certains moments. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Non, ne fais pas ça, non, non, surtout pas dans ton état. Alors, je ne vous dirai pas dans quel état elle est, mais dans son état, il y a certaines choses que tu fais pas, mais que elle fait. Voilà. Et je me suis dit, mais non. Ça n'allait pas. La fin, oh là là, la fin, non. La fin non plus. En plus, t'as une pseudo-romance à la fin qui te tombe là, tu te dis, ok, est-ce que c'était nécessaire? Pas sûr. Voilà, par rapport
toute l'histoire en globalité, je l'ai lu assez vite. Alors c'était assez sympa quand même parce que c'est fluide. Voilà, t'as les énigmes, t'as le mystère, etc. T'as envie de savoir ce qui est arrivé à la maman de Lily. Bon, t'es quand même un peu appâté. Disons que c'est pas non plus pourri. La plume est pas mal non plus. Alors c'est une traduction, hein, mais une traduction qui est plutôt bonne. Surtout qu'en fait il y a des jeux de mots qui ont été également mis en français, donc je pense que la traductrice, franchement, elle a fait un travail assez dingue. Ça devait pas être facile à faire. Mais bon, voilà, par rapport à l'histoire, je sais pas, non. Je suis habituée à lire des thrillers et tout qui sont vraiment bien conçus, et du coup, là, moi, ça me semble tellement mal construit, en fait. Tellement peu plausible, et voilà. Et j'ai pas trouvé ça cosy du tout. Non, j'ai pas trouvé le côté cosy. Voilà. Moi, c'est pas un roman que je conseillerais forcément. Après, je vous dis, pendant la période des fêtes, ça peut être sympa à lire. Vous le commencez le 24, vous le finissez un petit peu après le 25. Pourquoi pas, hein, c'est distrayant, mais c'est pas le roman du siècle, quoi. Franchement, c'est pas... Je peux pas vous dire, oui, lisez-le absolument, c'est génial, vous allez adorer. Non, on n'en est pas là. Voilà. Par rapport à ce roman... Je vais quand même peut-être essayer d'en trouver un autre à lire pendant la période des fêtes. Moi j'aime quand même bien, mais voilà, moi je cherche plutôt des thrillers, donc policiers, thrillers, ouais. Mais ce qu'on trouve surtout, c'est de la romance, et voilà, romance, non, c'est pas du tout, ce n'est plus du tout mon truc, j'en ai trop lu, je crois. Donc voilà, je sais pas, je verrai si je tombe sur un roman qui m'appâte. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et donc après ce roman on ne peut plus décevant, je me suis dit que j'allais partir sur un petit polar nordique relativement valeur sûre. Un Ragnar Jonasson. Voilà, c'est la suite de La Dame de Reykjavik et c'est L'île aux secrets. C'est publié chez Point. J'ai lu L'île aux secrets il y a pas longtemps, je vous en ai parlé assez récemment. Et j'ai tellement aimé La Dame de Reykjavik que j'ai acheté la suite. Donc j'ai les 2 prochains, donc c'est une trilogie. J'ai les 2 prochains, là je lis le tome 2. Je ne sais pas si je vais enchaîner avec le tome 3, je me tâte, mais en même temps ça se lit tellement vite. Je suis déjà à la page 214 sur 300 en 2 jours, quoi. Franchement ça se lit comme rien, ça se lit tellement vite. Et c'est rythmé, on est tout de suite dedans, puis il y a plein de suspense et vous suivez... plusieurs personnages à plusieurs endroits, des époques différentes. Du coup, en fait, les chapitres sont très courts. Parfois, c'est 2 pages. Ça se finit à chaque fois ou quasiment à chaque fois sur un suspense. Du coup, toi, t'as envie de savoir la suite. Mais au chapitre suivant, on passe on continue, en fait, un suspense d'une autre scène. Donc, tu vois, c'est tout le temps des switches comme ça, donc c'est trop bien. C'est génial. Moi, je m'éclate. J'adore. C'est vraiment très chouette. On est ici donc ça se passe en Islande. Et, alors le prologue, c'est le seul truc, en fait, où j'ai pas encore compris, parce que le prologue, on parle d'une personne en 1988, et j'ai pas encore fait le lien avec le reste. Donc je ne sais pas trop, donc je ne vais peut-être pas vous mentionner le prologue parce que je sais pas ce qu'il vient foutre dans le bazar. À un moment donné on comprendra, hein, mais voilà, là je sais pas encore. On suit donc Hulda qui ici a 50 ans, donc on est 15 ans avant ce qu'il se passe dans La Dame de Reykjavik. Et ici Hulda est appelée pour résoudre Enfin, il y a eu on suppose un suicide, un accident, on sait pas trop, sur une île. Alors je vais vous épargner ma prononciation du nom de cette île. J'ai même pas retenu son nom. C'est un mot islandais. Voilà, on va éviter. Qui existe vraiment, parce que j'ai été voir des photos en fait sur internet pour me rendre compte, et c'est incroyable cet endroit. C'est incroyable. Je vous glisserai une petite photo. Parce que c'est incroyable que des endroits pareils existent sur cette planète, c'est génial. Et donc en fait il y a une bande d'amis, ils sont 4, 2 filles, 2 garçons, qui se retrouvent sur cette île pour fêter, non c'est pas pour fêter, mais pour, je sais pas trop comment le dire en fait, c'est pour célébrer la mort d'une fille qui a eu lieu il y a 10 ans. Et donc au début du roman, on suit 2 personnages, une fille dont on ne sait pas le prénom, et là, à l'heure actuelle, je sais toujours pas comment elle s'appelle. Donc il me reste 90 pages, même pas, je sais toujours pas comment s'appelle la fille qui est morte. On suit donc
cette fille avec un garçon et on comprend en fait que elle va mourir. Et puis on se trouve 10 ans après avec une bande de potes qui célèbrent, qui fêtent, qui se remémorent, je sais pas, c'est bizarre en fait de se réunir aux 10 ans de la mort de leur copine. C'est pas quelque chose que je penserais à faire, je crois. C'est très space Et là, il y a quelqu'un qui meurt aussi. Et Hulda, notre enquêtrice, inspectrice même, est appelée sur place. Et donc, ça va devenir son enquête. Et c'est ça qu'on suit. C'est vraiment bien. Vraiment, c'est super prenant. Pour l'instant, je nage dans le flou. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois toujours pas le rapport avec le prologue. Enfin, c'est génial. Moi, je passe un super moment. En plus, ça se lit très vite. Si vous avez envie de lire un polar qui va vous tenir en haleine, qui est page turner et qui se lit très très vite, alors franchement, La Dame de Reykjavik et celui-ci, c'est nickel quoi. Là, je sais pas si j'arriverai à le finir ce soir. C'est quand même encore 90 pages. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'aimerais passer ma soirée à lire. Vraiment, j'aimerais. Mais il y a des choses à faire dans la maison. Donc c'est pas toujours... tu peux pas toujours faire ce que tu veux. Alors, mes enfants sont pas là. Ils sont chez leur papa. Du coup, je n'ai déjà pas à gérer tout ce qui concerne les enfants. C'est déjà ça. Mais il y a quand même d'autres choses à gérer, donc je ne sais pas si je vais réussir à le finir, mais j'aimerais bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Je vous le conseille, ça c'est un super roman. J'espère que la fin va pas me décevoir. Voilà donc par rapport à ce premier rush vidéo, ces 2 premiers avis lecture. Je vous reviendrai de toute façon avec mon avis sur c'est l'île au secret. Voilà, j'avais même oublié le titre. Et mais je pressens le petit coup de cœur. Voilà. On verra bien. Je vous retrouve plus tard. Et coucou, je reviens pour la suite de ce vlog. J'ai terminé l'île des secrets l'île au secret de Ragnar Jonasson. Donc je l'ai lu très très vite. C'est un polar nordique qui se lit extrêmement rapidement. C'est très rythmé. C'est un page turner vraiment. Si vous souhaitez lire un roman avec du suspense et qui est très court, franchement celui-ci je vous le conseille, tout comme La Dame de Reykjavik qui est donc le premier tome. Donc il s'agit d'une trilogie. Ici, c'est le tome 2. Alors, je vous conseille de les lire dans le bon ordre. Par rapport à tout ce qui est enquête, vous pouvez les lire dans le désordre, ça, c'est pas un souci. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des éléments de la vie de Hulda, l'inspectrice qui est au cœur de cette trilogie. Donc, il y a des informations qui sont données dans le tome 1. Qui ne sont pas forcément rappelés dans le tome 2. Disons qu'il y a peut-être certaines choses que vous n'allez pas comprendre si vous lisez le tome 2, parce qu'il y a une continuité dans les infos. Après, j'ai trouvé que dans le tome 1, on parlait beaucoup du passé de Hulda, mais beaucoup moins dans ce tome 2. Alors, il y a quelques petites choses qui sont mentionnées par rapport à son mari et sa fille, mais tout ce qui est par rapport à son enfance, eh bien, il y a très très peu de choses qui sont mentionnées. Donc vraiment, le tome 1 à ce niveau-là est plus complet que le tome 2. Mais voilà, moi je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Ici, Hulda donc a 15 ans de moins que dans le tome 1. Donc les faits ici se déroulent 15 ans plus tôt. Et donc, l'enquête va porter sur le décès d'une jeune femme, donc une jeune femme qui, donc c'est un groupe d'amis qui était parti sur une île isolée pour fêter le décès de leur ami 10 ans plus tôt, et quelqu'un va trouver la mort sur cette île. Et donc voilà, il y a toute une enquête qui va démarrer, et il semblerait qu'il y ait un lien avec la mort de la première jeune fille il y a 10 ans. Je ne me suis pas doutée de l'identité de l'assassin. Franchement, jusqu'à la fin, je me suis demandé, je me dis mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je voyais pas du tout où on allait. Donc pour moi, ça s'est réussi. La résolution de l'enquête est assez rapide. Je vous dis, il y a 300 pages, mais ça se lit vraiment très vite. Et alors, vous avez des chapitres qui sont très courts. Vous avez parfois des chapitres qui font genre 2-3 pages. Par exemple, ici, je vois le chapitre 30. C'est page 196, 197. 198, et puis on est directement dans un nouveau chapitre, et donc c'est comme ça très très souvent. C'est vraiment des tout petits chapitres, et d'un chapitre à l'autre on va passer d'une scène à l'autre. Donc si vous voulez, on suit, il y a 2 temporalités,
Et puis il y a aussi plusieurs personnages, donc du coup on va comme ça passer d'une scène à l'autre, et ça se termine en général sur un gros suspense, et donc on a envie que le chapitre suivant continue sur la même scène, mais très souvent ça change de scène, et donc du coup on a envie de continuer à lire parce qu'on se souvient de l'intérêt qu'on avait, et on a envie, enfin voilà, on a envie de continuer tout le temps. C'est très très bien fait pour moi, c'est vraiment très très chouette. J'ai passé un super moment. Franchement, c'était génial. Je vous le conseille. J'ai le tome 3 que je vais lire. Je vais pas le lire tout de suite parce que là, j'ai décidé de lire un autre livre en rapport avec la météo actuelle. Je vais vous en parler tout de suite. Mais voilà, en tout cas, ce Ragnar Jonasson était très très bon, je vous le conseille. Et donc, je vous le disais, j'ai décidé de commencer celui-ci. Donc, c'est 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset. Je l'avais acheté l'année passée en hiver et je l'avais pas lu. Et là, en fait, aujourd'hui, en Belgique, il a neigé. Et voilà, c'est la première neige de cet hiver. Alors c'est très rare qu'il neige en Belgique, et là c'est très très tôt dans l'année, donc c'est voilà, c'est très inhabituel. D'autant que là on est jeudi, il gèle et donc il a neigé, et ce dimanche ils annoncent 17 degrés quoi, donc c'est complètement hallucinant. Mais voilà, ça m'a donné envie en tout cas de sortir ce livre-ci. Je n'ai jamais lu de livre de Jacques Sausset. Alors je pense que celui-ci, je sais plus en fait pourquoi je l'avais acheté. Je me demande si c'est pas suite aux recommandations de Magda, de la chaîne Triple L de Mag, mais je sais plus, parce que je vous dis c'était l'année passée, je sais même pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est un huis clos. Oui, c'est ça, je viens de lire vite fait résumé, c'est un huis clos. Donc en fait c'est une bande de jeunes qui fêtent un anniversaire, qui vont se retrouver coincés dans un chalet ou une maison, je ne sais pas trop, encerclés par une tempête de neige. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis impatiente de le lire. Celui-ci est un petit peu plus épais quand même. Il fait quand même 478 pages, donc forcément celui-ci mettra un petit peu plus de temps à être lu. Mais voilà, je vais démarrer celui-ci ce soir. En numérique, j'ai aussi commencé un nouveau livre il y a quelques jours. Donc c'est le livre qui s'appelle Mauvaise étoile de R.J. Ellory. Alors R.J. Ellory, je n'ai jamais lu de roman de cet auteur, mais encore une fois, j'ai décidé de le découvrir grâce aux vidéos de Magdalena, parce que apparemment elle adore cet auteur. Elle en parle toujours avec beaucoup d'engouement et de tendresse même. Elle aime beaucoup ses romans. Alors je ne sais pas ce qu'elle a pensé de celui-ci, parce que j'ai essayé d'aller voir sur Babelio son avis, mais en fait j'ai vu qu'elle l'avait lu mais qu'elle a pas mis de notes et qu'elle a pas mis d'avis, donc je ne sais pas. Moi j'ai choisi celui-ci en fait tout simplement parce que j'avais envie de lire un livre de cet auteur, et il y avait une promo sur Kindle, donc il était à 4 €. Et donc voilà, j'ai pris le moins cher parce que je sais pas si je vais apprécier. Du coup, j'avais pas envie forcément de mettre 10-15 € dans un livre numérique. Enfin, moi en général en numérique, j'essaye d'éviter les livres qui sont au-delà de 5 € parce que je trouve qu'à ce moment-là, ça vaut plus la peine de lire en numérique, puisque le livre est aussi cher qu'un format poche presque. Or le format poche, tu l'as quand même en papier, c'est tangible, et au pire si tu l'aimes pas, tu peux le revendre. Même si tu le revends 1 ou 2 €, c'est toujours ça que tu récupères. Avec ton format numérique, si t'aimes pas, tu sais rien en faire. Et donc j'aime pas trop mettre plus de 5 € dans des formats numériques, même si je l'ai déjà fait, hein, mais en général j'évite. Là du coup j'ai pris celui-là qui était à 4 €. Et donc je l'ai commencé, mais je suis pas hyper loin, j'ai lu 10% du roman. C'est assez long, hein. Je pense qu'il fait quand même 500 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un tout petit roman. C'est un... Alors j'ai vu le genre, un road... Je crois que ça s'appelle road movie, road trip movie, ou road movie, un truc comme ça. Alors je pensais que c'était un genre qui était uniquement adressé au cinéma, puisqu'il y a le mot movie dedans, mais de ce que j'ai pu voir sur internet, apparemment ça se prête aussi à la littérature. Donc voilà, c'est un livre dans ce style-là, donc c'est-à-dire un espèce de polar, mais qui se déroule sur la route. Donc c'est comme un road trip quoi. Ça va vraiment être une cavale. Voilà, c'est ça. Le mot c'est une cavale. J'ai jamais lu de roman de ce style-là. C'est pas forcément mon genre. Alors là, donc j'ai démarré. C'est assez spécial. Je peux pas encore dire que j'apprécie vraiment. Franchement, c'est pas
Je suis pas hyper emballée, je dois vous dire, pour le moment. Ce que je trouve assez spécial, donc déjà c'est écrit à la troisième personne du singulier. Ça me fait un peu bizarre. Même si je suis sûre que je lis d'autres livres à la troisième personne du singulier, mais je sais pas, là ça me frappe plus. On va suivre deux frères qui malheureusement ont des débuts dans la vie hyper compliqués, puisque ils sont issus de deux pères différents mais de la même maman, et puis la maman va se faire assassiner par le père du deuxième enfant et va être laissée là pour morte dans la maison. Le père va se tirer et va laisser les deux gamins avec le cadavre de la maman. Du coup, il y a quand même quelqu'un qui va finir par les trouver et donc ils vont aller dans un orphelinat. Et en fait, toute leur vie, enfin jusqu'à là où j'en suis, ils ont, je sais pas quel âge ils ont, 15 ans, 15. Ils ont 1 an et demi de différence environ, donc il y en a un qui a 15 ans et l'autre doit avoir 16 ans et demi, ça doit être un truc comme ça. En fait, ils n'ont connu que ça, orphelinat et maison de correction, parce qu'évidemment, ils ont commencé à faire des conneries. Et donc là, ils sont dans une maison de correction aux États-Unis, donc c'est vraiment pas un endroit hyper chaleureux et sympa. Et puis, un jour, il y a un détenu qui est donc condamné à la peine de mort par pendaison. On est dans les années 60, ça je pense que je l'ai pas précisé, on est dans les années 60. Qui traverse l'état où se trouve la maison de correction, sauf qu'il y a, je pense que c'est une tempête de neige, ou je sais même pas, enfin bon bref, il y a une tempête de quelque chose, et le fourgon est obligé de s'arrêter dans cet endroit pour la nuit, et ça va mal tourner. Voilà, cet homme qui est condamné à mort va réussir à s'échapper, et il va prendre 2 otages avec lui, qui sont ses 2 frères. Et donc il y a la cavale qui commence, et on est là, dans la cavale. C'est super violent, en tout cas pour le moment, c'est très très violent, et j'ai pas beaucoup d'empathie, je vois pas trop où on va aller, je sais pas très bien en fait, c'est un peu flou, je sais pas où est exactement l'intrigue. Oui, t'as cette cavale, mais je sais pas, c'est assez flou. En tout cas, je suis pas... en me fiant à l'avis donc de Magda sur cet auteur, elle avait l'air de dire que dès les premières lignes, en fait, on rentrait dans l'histoire, que R.J. Ellory était vraiment un conteur né. Eh ben moi là je trouve pas. Voilà. Après c'est peut-être pas le bon roman. Moi je sais pas. Je dis j'ai pris le moins cher, j'ai pris celui qui était en promo. Mais moi là je trouve pas. Je ne rentre pas forcément très bien dans l'histoire. J'ai pas beaucoup d'attrait pour les personnages. Pour le moment, je suis pas hyper emballée. Mais bon voilà, je vais poursuivre et je vous en reparlerai quand je serai un peu plus loin dans l'histoire. Mais donc voilà, c'est mon premier roman de l'auteur. Mais je sais pas si j'ai bien fait de prendre celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû en prendre un autre? Je sais pas. Mais donc voilà, je vous retrouve plus tard avec la suite de mes avis. Et coucou, on est vendredi, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Et malheureusement, je vous retrouve avec une mauvaise nouvelle. J'ai abandonné une lecture. Voilà, ça m'arrive pas souvent. Je déteste abandonner des livres. Parce que je passe du temps sur mes lectures. Et j'ai vraiment l'impression que du coup c'est du temps que j'ai perdu bêtement, puisque le livre je n'ai pas été jusqu'au bout. Je suis hyper frustrée. J'abandonne très rarement des livres quand même, franchement il n'y en a pas des masses sur l'année. Mais voilà, là j'ai décidé d'abandonner Mauvaise Étoile de R.J. Ellory. Vraiment, je n'y arrive pas. Alors j'ai quand même été assez loin puisque je suis à 40% de lecture. Donc vous voyez, j'ai quand même insisté, j'ai pas abandonné après, pourtant après 50 pages, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je suis allée jusqu'à la page, attendez, j'ai ma liseuse justement près de moi pour vous dire. Je suis à la page 205 sur 508 sur Kindle. Voilà, je suis pas arrivée à la moitié. Je pense que ça sert à rien. Voilà, je vais arrêter les frais ici parce que ma lecture ne me plaît absolument pas. Je m'ennuie et j'ai vraiment cette sensation de perdre mon temps. Je m'étais dit que j'essaierais de voir jusqu'à la fin parce que peut-être que j'y allais avoir quelque chose qui allait attirer mon attention, que j'allais me lier au personnage. Je sais pas, voilà, il pouvait se passer toutes sortes de choses, mais en fait, je vois que là je suis à 40% du livre et il y a toujours rien qui me plaît. Et plus ça avance, plus je me dis mais qu'est-ce que je fous à lire ce roman, vraiment c'est pas du tout mon truc, je passe vraiment complètement à côté.
Donc je pense que je vais arrêter ici, il reste 300 pages et ces 300 pages me semblent interminables. Je me dis, déjà les 200 premières pages que j'ai lues, j'avais l'impression que c'était très très long. Enfin ouais, pour moi c'était long. Et je me dis que je suis même pas à la moitié, donc je vais stopper ici. Alors je vais quand même justifier cet abandon, parce qu'en soi, c'est pas à cause du roman en tant que tel. Je n'ai pas envie de dénigrer l'auteur ni quoi que ce soit, parce que je pense que pour les amateurs du genre, à mon avis, ce roman doit beaucoup plaire, parce que, enfin voilà, je pense qu'il est bon. Mais moi, c'est pas du tout le style d'histoire qui me plaît. Donc on est ici sur un road movie. Je l'avais déjà dit, j'ai été revérifier, c'est bien ça, c'est un road movie. Donc c'est un livre qui va parler d'une cavale. Donc voilà, c'est vraiment que ça. Tout le roman. On commence, alors au début, donc le temps que les personnages soient introduits, on apprend à connaître donc nos deux personnages principaux qui sont demi-frères. Et puis après, la cavale va commencer et apparemment, alors forcément j'ai pas été jusqu'au bout, donc je peux vous dire que jusqu'à la page 200, ce n'est que ça. Ils sont en cavale et alors c'est très très violent puisque ce sont des morts, donc il y a beaucoup de gens qui meurent sur le trajet de leur cavale et ce sont des morts violentes quoi. Voilà, disons que il y a 3 personnages, donc les demi-frères et un gars qui est condamné à mort, qui va leur tomber dessus et donc voilà, ils vont être pris en otage les 2 frères et ils vont devoir eh bien suivre ce meurtrier qui est vraiment complètement taré dans sa tête. Ils ne vont pas avoir le choix. Et en fait, il y a un des 2 frères qui est assez sensé, qui a une certaine intelligence, qui a une intelligence émotionnelle. Il comprend les choses, il rêve d'avoir une vie normale. Alors lui, c'est vraiment pas de bol. Enfin voilà, ils ont eu un début de vie très difficile tous les 2. Lui, il s'en rend compte et il aspire à mieux. Et il a vraiment une réflexion. Mais par contre, le deuxième, qui est plus âgé d'1 an et demi, lui, il est taré. On le comprend assez vite dans l'histoire que lui, par contre, l'intelligence émotionnelle, il n'y en a pas des masses. En gros, quand ils sont en maison de correction, c'est le premier, donc Digger, qui donne les coups. Donc lui, il protège son petit frère, qui est plus intelligent et qui donc a plus de possibilités de se faire harceler et de se faire vraiment malmener. Donc Digger, c'est les gros bras, qui a pas grand chose dans la tête, et Clay, c'est celui qui est plus normal, on va dire ça. Et voilà, et c'est, en fait, c'est chiant parce que c'est que ça. En fait, ils sont sur la route et on sait pas très bien. On sait pas très bien comment ça va finir, bon on se doute que ça va pas être terrible, hein. On s'imagine que voilà, ils vont se faire choper. On est en Amérique dans les années 60, donc autant vous dire que à l'époque on rigolait pas, même encore maintenant je pense qu'on rigole pas, mais à l'époque je pense que tu te faisais canarder beaucoup plus facilement que maintenant, et voilà, et en fait je m'ennuie, je trouve ça très chiant. Alors il y a quand même quelques belles réflexions, des réflexions intéressantes par rapport au bien, au mal, par rapport au fait qu'on n'arrive pas tous dans la vie avec les mêmes chances. J'ai noté d'ailleurs quelques citations dans ces 200 pages que j'ai lues qui me semblaient chouettes, mais vraiment en fait je m'ennuie et j'ai remarqué que j'ai exactement le même sentiment. Ça me fait la même chose que quand je lis du Cédric Cyr. Cédric Cyr, j'ai lu 2 romans de cet auteur que j'ai pas aimé du tout. Alors le premier c'était La mort en tête, je l'ai terminé mais ça m'a pas plu. Et le deuxième c'était Vindicta, je n'ai lu que la moitié. Alors non pas parce que c'était gore, parce qu'apparemment c'est un roman extrêmement gore, donc bon moi je trouve que ça allait, voilà. Après j'ai pas tout lu, je me suis arrêtée à la moitié parce qu'en fait je m'ennuyais. Et encore une fois c'est aussi une sorte de cavale dans ce roman. Et en fait je sais pas, moi je m'ennuie, j'aime pas, ça me plaît pas, il y a rien que j'apprécie. On est aux États-Unis dans les années 60. J'aime pas les États-Unis, ouais j'aime pas. Alors j'aime bien les années 60 dans tout ce qui concerne la ségrégation, tout ce qui est histoire qui concerne comme ça, ouais, qui sont en Alabama, etc. Ça me plaît bien. Quand je lis des romans qui sont à cette époque-là et qui traitent de ces sujets, ça me plaît. Ici, c'est pas ça du tout, hein, et donc j'aime pas. Les personnages, je trouve en fait que Hergé et Laurie,
alors je sais pas si c'est comme ça pour tous ces romans, mais en tout cas pour celui-ci, il est très... il y a une certaine distance en fait qu'il met entre le lecteur et l'histoire. Donc en fait, moi je ressens rien du tout, pas d'émotion. Bernard Werber, ça me fait la même chose quand je lis ses romans. Je trouve que c'est très froid dans l'écriture. C'est pas que l'écriture est pas bonne, voilà, c'est un parti pris, c'est une façon de faire, quoi. Mais c'est un point de vue externe qui est très détaché. Et donc, moi, j'arrive pas à m'impliquer dans l'histoire. Je me sens pas concernée. Les personnages, je m'en fous complètement de ce qui peut leur arriver. Même, voilà, les gens qu'ils tuent. Alors, il y a aussi des viols, quand même. Hein. Et d'habitude, ça, c'est un sujet qui, pour moi, est très difficile dans les romans. J'ai beaucoup de mal à lire ces scènes. Et ben là, je m'en fous, ça me fait rien. Tellement c'est froid et détaché. Et ça, j'aime pas. Et ça, je l'ai compris tout de suite en commençant ma lecture. Directement, je me suis dit, ouf. Voilà, la plume, le fait que ce soit un point de vue externe, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, après, Bernard Werber écrit comme ça, et pourtant, je lis quand même ses romans, alors pas tous, mais j'arrive quand même à apprécier ses histoires par rapport au fond de l'histoire. Ici, vraiment, le fond de l'histoire, ben, il me plaît pas. J'aime pas les personnages, j'aime pas l'histoire dans sa globalité, cette cavale, je m'en fous de savoir ce qui va se passer, je ne ressens aucun intérêt. Voilà. Aucun intérêt. J'ai été voir un petit peu les commentaires sur Babelio et en fait c'est un roman qui a quand même une bonne note. Donc je pense que ceux qui sont amateurs du genre, eh ben l'apprécient, ils y trouvent leur compte parce que c'est ce qu'ils recherchent. Donc voilà. Moi je crois que c'est vraiment un avis purement personnel. C'est pas le genre de roman que j'aime lire et je le savais pas en commençant ma lecture. Voilà, je savais pas que ça allait être comme ça, il fallait que j'essaye, mais là, non, voilà, tant pis, je m'arrête là. Heureusement, je me dis que je l'ai acheté en numérique et que je l'ai payé que 4 €, donc ça va, ça fait pas trop mal. C'est pas comme si je l'avais acheté en format broché à 20 balles. Je sais pas si les autres romans de R.J. Lory sont comme ça aussi, parce que vraiment, voilà, moi celui-là, non. Donc du coup, je suis vachement refroidie. Je sais pas si je vais avoir envie de retenter cet auteur. Je vous dis, je l'avais lu sur recommandation de Triple L de Mag. Alors, elle recommandait pas ce roman-là bien spécifiquement, mais elle parle souvent de l'auteur et elle le rencontre en salon, etc. Et franchement, elle l'apprécie beaucoup. Ça a l'air en plus d'être un auteur très très chouette, vraiment une chouette personne. Et du coup, moi, ça me donne envie de découvrir cet auteur parce que je me dis non seulement l'auteur a l'air d'être quelqu'un de cool, mais en plus ses romans ont l'air super bien. Mais voilà, celui-là, j'ai peut-être pioché le mauvais hein, dans tous ceux qu'il a écrits. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que là, j'ai plus très envie de retenter cet auteur. Je suis vachement refroidie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des romans de cet auteur. S'il y en a que vous me conseillez par rapport à celui-là, Mauvaise Étoile, si les autres sont mieux, différents, ou si vous pensez qu'ils pourraient davantage me plaire. Mais voilà, je suis très déçue. Et voilà, je trouve ça dommage d'abandonner. Mais bon voilà, il y a un moment donné, ça sert à rien de continuer à perdre son temps. Là, je me dis, voilà, j'ai lu 200 pages, en sachant que je lis, je sais pas, entre 60 et 70 pages par heure peut-être. Ça va dépendre du roman, de la plume, tout ça. Ici, je pense que je lisais vraiment pas vite, donc on devait être sur max 60 pages par heure. Donc je me dis quand même que j'ai perdu facile 3 heures, quoi. Et 3 heures que j'aurais pu mettre pour une lecture beaucoup plus sympa. Tant pis, c'est comme ça, je vais m'arrêter là. Et donc j'ai commencé celui-ci, hein, Jacques Sausset, 5 doigts sous la neige. Alors par contre celui-ci, c'est pas la même chanson. J'adore. Alors je suis pas très loin, hein, je suis à 80 pages, donc vraiment je suis au tout début. Mais par contre je suis prise directement dans l'histoire, quoi. Là pourtant c'est aussi à la 3e personne du singulier, tu vois, c'est pas écrit en je, mais je sais pas, ici la plume est beaucoup plus immersive, je me sens concernée par ce qui se passe. Et ça, je sais pas, j'ai eu un attrait pour l'histoire, je me suis dit, ouh là, on est sur quelque chose de lourd, de sympa, tu sens qu'il y a du mystère. Je suis hyper happée par l'histoire et j'ai très envie de continuer ce roman. Du coup, ça me fait chier de me dire que j'ai perdu 3 heures avec l'autre, alors que j'aurais pu passer 3 heures à lire celui-ci. Franchement, en plus, il est quand même assez gros, hein. Oui, j'avais dit hier, je sais plus, à 470 pages, un truc comme ça.
Alors c'est pas écrit très gros, hein, et les pages sont très remplies. Voilà, par rapport au Ragnar Jonasson que j'avais lu juste avant, alors les chapitres ici sont courts, mais voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dense comme histoire. Mais en tout cas pour le moment je suis happée. Alors j'ai eu peur avec je crois que je sais pas si c'est le prologue, c'est le premier chapitre, mais je pense pas qu'il y ait un numéro 1, parce que justement ça m'a interpellée, je me suis dit tiens c'est bizarre, ah si c'est le prologue. Non oui si c'est le prologue. Le prologue m'a fait un peu peur parce que on est sur le viol d'une gamine de 10 ans, donc quand j'ai... Bon c'est assez rapide, hein, c'est pas détaillé de fou non plus, mais je me suis dit oulala, j'ai pas très envie de lire ça. Heureusement la scène ne va pas jusqu'au bout, voilà, sans entrer dans les détails plus que ça. Du coup j'ai continué et ça va. Après en fait on est, je pense, en fait le prologue se passe en fait, il y a plusieurs parties apparemment dans le roman. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez particulier, hein. Donc le prologue, on est en 1968. Et puis après, donc il est écrit première partie. On démarre donc avec le chapitre 1. On est en 1974, donc quelques années plus tard. Et on démarre vraiment, on suit pas cette petite fille. Enfin, on démarre avec d'autres personnages et voilà. Donc on sait pas trop exactement le prologue ce qu'il vient faire dans le bazar, mais voilà, moi j'aime bien. Là clairement mon intérêt est soulevé et j'ai envie d'y retourner. Voilà, donc celui-là je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu avancé évidemment. Alors je ne pense pas que je vais vous faire la chronique de ce roman dans ce vlog-ci, parce que j'aimerais bien terminer ce vlog ce week-end, comme ça je pourrais vous le poster la semaine prochaine. Et ce roman-là, je vais pas le finir de ce week-end parce que demain samedi, je vais avoir le temps de lire un peu, mais dimanche à mon avis, je vais quasiment pas avoir le temps, donc du coup clairement je vais pas arriver au bout des 470 pages. Non, ce sera pas possible. Mais par contre, je dois encore vous filmer une partie de vidéo parce que j'ai fait une commande de livres. Donc je vais vous montrer ça demain, parce que les colis sont pas chez moi, ils sont chez ma maman. Et puis j'ai commandé aussi des petits trucs de Noël. Voilà, j'ai craqué sur le site de Dylan Camille. C'est un site que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des magasins qui viennent des Pays-Bas. On en a en Belgique des magasins comme ça en physique. J'y suis jamais allée, mais par contre voilà, moi j'ai commandé sur internet et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça demain, que ça pourrait vous intéresser. Moi j'aime bien voir ce que les gens achètent pour Noël, les nouvelles petites choses, surtout quand ce sont des trucs que tu peux commander et que tu vois quand t'aimes bien ce que la personne présente et que tu sais qu'il y en a encore de stock, que c'est pas des vieilles collections, bah c'est toujours plus chouette quoi. Sinon t'as cette espèce de frustration qui est pas agréable. Et donc voilà, le colis est arrivé chez ma maman aujourd'hui, donc j'irai le chercher demain et je vous filmerai ça. Je finirai la vidéo par là, je pense. Donc voilà, je clôture ce petit rush ici et je vous dis à demain. Et coucou, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. On est samedi, j'ai été récupérer mes petits colis chez ma maman et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc chez Dylan Camille, j'ai passé une commande de leur collection de Noël. Je sais pas depuis combien de temps elle est en ligne, sûrement pas très longtemps. Et donc j'ai acheté quelques petites choses qui m'ont tapé dans l'œil. J'ai acheté ces deux petits sapins en bois, donc c'est couleur naturelle. Alors celui-ci coûtait 6,95 € et celui-ci il était à 4,95 €. Moi j'aime bien les petites décos comme ça fait pas trop Noël, donc du coup je peux déjà les mettre dans ma déco de la maison, puisque moi j'ai pas encore commencé avec la déco de Noël, c'est beaucoup trop tôt. Moi c'est pas avant le 6 décembre de toute façon, avant le passage de Saint-Nicolas. Et donc au moins ça je peux déjà les mettre maintenant parce que ça fait plus déco hivernale que déco de Noël. Toujours dans les petits sapins de Noël, j'ai pris celui-ci qui est en porcelaine. Celui-ci a coûté 5,50 €. Je le voyais plus grand, pourtant il était marqué, je crois que c'était 13 cm, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il serait un peu plus grand. Voilà, il est un peu petit mais je le trouve quand même mignon et il ira très bien avec le reste de la déco. J'ai acheté cette petite maison, donc c'est un bougeoir, hein. Vous mettez le bougeoir ici. Et donc c'est la collection spéciale pour les
les 50 ans de Dylan Camille. Donc en fait sur cette version-ci, c'est en fait la boutique. Vous avez, donc c'est écrit Dylan Camille ici et là 1974. Il y a des petites fenêtres là sur le côté. Alors j'ai déjà toute leur collection de petites maisons comme ça. C'est vraiment des objets de déco que j'adore. Moi je laisse ça toute l'année dans ma déco. C'est pas spécialement pour Noël ou quoi que ce soit. Mais là ils ont sorti la version, c'est une version limitée. Donc si vous la voulez, je pense qu'il faut pas trop traîner pour vous la procurer. Parce que ça va pas faire partie de la collection permanente. Et voilà, je la trouve trop jolie. Et donc elle a coûté 9,95 €. Et puis j'ai acheté celle-ci. Ça c'est la nouveauté de cette année. C'est trop joli. Ils ont sorti l'église. Donc ça va trop bien avec les petites maisons que j'ai déjà. Donc c'est de la porcelaine. Hein. C'est très beau. C'est très bien fait. Donc je vous montre. Elle est trop belle. Ah j'adore. Franchement dès que je l'ai vue sur le site, je me suis dit je vais l'acheter direct. Parce que j'ai trop peur que qu'elle soit en rupture de stock. Et que je ne puisse pas l'avoir. Parce que vraiment je la trouve trop jolie. Celle-là elle coûtait 8,95 €. Et vraiment je suis trop fan de cette petite église. Je vous montrerai après que je vais mettre avec mes autres petites maisons. Donc j'en ai quand même pas mal et je vous montrerai ce que ça donne. Et puis la dernière chose que j'ai acheté, c'est dans le rayon nourriture. Donc c'est des épices pour tarte aux pommes. Voilà, c'est un mélange avec, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, mélange biologique au citron vert. Donc il y a de la cannelle, graines d'anis, gingembre, cardamome, citron vert et clous de girofle. Voilà, moi je fais souvent des recettes avec des pommes. J'aime bien faire du crumble, pommes, poire. Et je pense que ça pourra être très bon, ou même une tarte aux pommes. Je fais souvent, j'aime bien la pomme dans les desserts. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre ça. C'est un petit mélange, je verrai bien ce que ça donne. Mais ça me donnait fort envie. Parce que oui, sur le site de Dylan Camille, il faut savoir qu'il y a de la nourriture aussi. Tout ce qui est épices, huile, etc. Mélange pour faire du pain, des pâtes. Après, je trouve que c'est quand même assez cher en général. Donc j'achète pas trop souvent de la nourriture. J'ai déjà acheté du thé. Ici, je vous avoue, je ne sais plus. Il n'y a pas le prix dessus par contre sur... C'était peut-être 6 ou 7 €, je sais plus trop pour le petit pot. Bon, je crois que ça allait encore, mais c'est vrai que en général, c'est pas donné question nourriture sur leur site. Et les derniers achats que je vais vous montrer, ce sont 2 livres. J'ai acheté celui-ci, donc c'est Ouris de Kamel Daoud. Alors, c'est publié chez Gallimard. Je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Je l'ai vu nulle part. Mais en fait, je pense qu'il a remporté le... Est-ce que c'est pas celui-là qui a remporté le prix Goncourt? Ah si, voilà. 2004... Ah non, il a remporté en 2014. Goncourt du premier roman. Non, alors celui-là, il a peut-être rien remporté. Écoutez, je ne sais pas trop. Mais en fait... quand vous allez sur Babelio, donc moi je vais très souvent sur ce site, hein, c'est vraiment une référence pour moi, j'aime beaucoup ce site internet. Vous avez en fait les livres qui sont classés par catégorie et vous avez littérature française. Moi c'est une catégorie dans laquelle je me rends souvent parce que ce sont les livres que je préfère. Donc c'est vraiment les auteurs français, littérature contemporaine, et en fait celui-ci est dans le top, je crois qu'il est 3e. Il me semble que quand je l'ai commandé, il était 3e. Et du coup, je me suis dit, il y a énormément de lectures, énormément d'avis. Il a une très bonne note. Donc, je me suis dit qu'il devait vraiment être bien. Parce que s'il est comme ça dans le top, je me suis dit que j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Je pense qu'ici, on va parler de l'Algérie. On va parler d'une jeune Algérienne. Et... ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup, les récits de vie comme ça. À mon avis ça va être un peu dur à lire, je sais pas trop, mais voilà, je l'ai vu nulle part et il a une très bonne note, beaucoup de lecture. Du coup je me suis dit que j'allais le lire. Et alors j'ai acheté celui-ci, donc c'est un Leigh Bardugo, Jusqu'en enfer. En fait c'est le 2e tome de sa saga La 9e maison, je crois que c'était ça, hein, La 9e maison, ouais c'est ça. J'ai lu La 9e maison, le tome 1, je sais pas si c'était l'année passée ou l'année d'avant, je vous avoue je ne sais plus. J'avais adoré cette histoire, vraiment j'avais eu un gros coup de cœur. Mais c'était une histoire assez compliquée à comprendre. Je me souviens que voilà, c'était une histoire qui nécessitait de la concentration. Ouais, c'était assez demandeur en concentration ce roman. Et malheureusement je m'en souviens plus trop. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai lu. Je m'en souviens plus trop. Ce qui est très embêtant puisqu'ici j'ai le tome 2 et j'espère que je vais comprendre et que je vais me souvenir au fur et à mesure. J'espère aussi que l'autrice fait des rappels dans son début de livre parce que sinon ça va être compliqué. C'est écrit en
tout petit. Voilà, c'est la version poche et vraiment c'est écrit en tout petit. Il y a 600 pages. Je me souviens le tome 1, je pense qu'il y avait 800 pages. C'était vraiment un gros pavé. Ici, on est quand même aussi sur quelque chose d'assez condensé. Voilà, bon, j'attendais en fait cette version 2 en format poche puisque j'ai le tome 1 en version poche et donc j'avais pas envie de l'acheter en version brochée parce que dans la bibliothèque ça n'allait pas faire joli, donc autant attendre. Et donc voilà, là je l'ai pris. Je trouve la couverture est ultra moche. Ce lapin là, je sais pas, ça donne pas envie quoi, c'est vraiment laid. Je me souviens plus dans le tome 1 c'était quoi la couverture. Je sais plus si c'était moche ou pas, mais là, franchement, allez, c'est pas beau, quoi. Je vois bien ce livre-là, parce que moi, en général, quand je lis dans le divan là derrière, et donc mon livre est posé sur la coudoir, et les enfants, forcément, ils voient ce que je lis, et ma fille, ça lui arrive encore bien de prendre mon livre et de regarder les citations que je note, puisque je mets un petit signet et je souligne au fluo quand il y a des phrases qui me percutent. À mon avis, ils vont pas trop apprécier cette image. Voilà, je suis impatiente de voir leur réaction. Voilà pour donc ces petits achats. Et j'ai aussi profité, alors j'ai acheté sur Amazon des petits signets que j'ai trouvé trop mignons. Donc j'ai acheté ça un lot en fait. Donc vous avez celui-ci, ce sont des petits lapins, donc je vous montre, hop, voilà, en fait ça se présente comme ça. Je trouve ça trop mignon. Il y a également des petits chats dans le lot, voilà, j'adore. Les petits chats sont mes préférés, mais c'est parce que les chats sont vraiment je crois que ça doit être mon animal préféré avec le cerf, c'est le chat. Il y a aussi des petits ours, voilà, qui sont également tout mignons. Et alors, les petits pandas. J'adore, c'est trop chou. J'imagine bien en fait, vous avez ici en fait, il vous montre derrière, voilà, la façon dont ça doit être mis. Moi en général, je mets mes signets sur le dessus du livre. Bon, avec ceci, du coup, je les mettrai sur le côté pour que ça donne mieux. Mais voilà, je suis très contente de ces signets. J'avais envie de mettre un petit peu de fun dans mes livres. Moi, j'utilise des petits signets transparents. Je vais vous les montrer. Voilà, donc moi j'utilise ça, c'est de chez Legami, voilà c'est ça. J'utilise ce petit set là, donc ce sont des petits signets qui sont transparents. Et il y a des petits, je sais pas comment ça s'appelle, les alpagas je crois. Ouais, je trouve que c'est des alpagas. Vous avez des koalas, des paresseux et des pandas. Et voilà, moi j'utilise ces petits signets que je trouve très très mignons. Et j'avais envie d'autres signets mignons parce que voilà, les petites choses mignonnes, on a besoin de ça dans notre vie, je pense. Et donc voilà, du coup j'ai pris ce petit lot là sur Amazon. Je sais plus trop combien ça coûtait, c'était pas très cher. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez vous procurer les mêmes petits signets. Donc voilà, c'est sur l'installation de mes petites maisons en porcelaine qui représentent donc des petites maisons néerlandaises que je vais vous laisser. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le commenter. N'oubliez pas de vous abonner non plus à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et que vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!